Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Guilbon. Jérémy fait du soin mine de rien en utilisant le jeu de rôle dans une clinique en psychothérapie institutionnelle. Il nous explique en détail en quoi consiste cette activité qui rencontre du succès auprès des patients. Bonne écoute! Donc bonjour Jérémy Guilbon, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bonjour Mathieu, eh bien je suis infirmier depuis 7 ans. J'ai exclusivement travaillé en psychiatrie et depuis 4 ans maintenant, je travaille dans une clinique de psychothérapie institutionnelle. Et c'est dans ce cadre que j'ai monté un atelier autour du jeu qui s'appelle Luditruc. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cet intérêt pour le jeu? Eh bien, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué. C'est à peu près aussi simple que ça. Au début, énormément aux jeux vidéo. Et petit à petit, enfin même plus que petit à petit, je suis passé aux jeux de société depuis 4 ans à peu près, 3-4 ans. Et après le jeu de société, eh bien, je suis passé aux jeux de rôle. Et je crois que la petite piqûre de rappel, ça a été la sortie en français du Player's Handbook de Donjons et Dragons 5. Et je crois que c'est là que je m'y suis vraiment remis, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est le jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, de façon très simple, ce serait un mélange entre du théâtre et du jeu de société. Du théâtre parce qu'on va incarner chacun des héros en général d'une histoire dans l'univers de notre choix. Il y a énormément de possibilités, elles sont même infinies. Et il y aura un joueur particulier qui va incarner, lui, ce qu'on appelle le maître du jeu. Et ce maître du jeu, eh bien, ça va être à la fois l'arbitre au niveau des règles, mais ça va être également celui qui va incarner tout le reste de l'univers. Donc tout ce qui est décor, tout ce qui est ce qu'on appelle personnage non joueur, toutes les choses avec lesquelles les joueurs vont pouvoir interagir. Et du coup, eh bien, je parlais de jeux de société parce que lorsque des héros va entreprendre une action plus ou moins périlleuse, eh ben, on va s'en remettre à un système de hasard, en général des dés, pour savoir si l'action est réussie ou pas. Et donc là, c'est pour la partie un peu plus ludique du jeu. Voilà. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences entre le jeu de rôle et le psychodrame? Alors, pour déjà bien définir ce que c'est que le psychodrame, là je vais aller prendre la définition qui est sur Wikipédia. Le psychodrame est une forme de thérapie utilisant la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés et permettant la mise en scène de sa problématique intérieure. Voilà pour la définition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va utiliser finalement des techniques de théâtre d'impro pour mettre en scène des situations problématiques pour la personne. L'idée, c'est un petit peu ça. J'ai eu la chance d'en faire un petit peu dans mon ancien travail et ça se présentait sous cette forme-là. Donc, il y avait un groupe de soignants slash thérapeutes et il y avait la personne. Et donc, à cette personne, on lui proposait de jouer différentes scènes qu'on a su, nous, problématiques pour elle. Et c'est elle qui venait piocher parmi les soignants à disposition pour incarner telle ou telle personne. Et du coup, on rejouait un petit peu ces scènes. Et ça nous permettait après de faire un retour en direct et parfois la personne directement de se rendre compte qu'effectivement, la façon dont elle a pu aborder ces problématiques-là était parfois dysfonctionnelle, voire... enfin, juste dysfonctionnelle en fait, pas d'autre terme. Mhm. Et donc, contrairement à ça, le jeu de rôle, là, dans mon cadre particulier, je vais être le seul, entre guillemets, thérapeute, et je vais avoir un groupe de patients avec moi. Donc finalement, bien qu'il y ait une approche théâtrale dans les deux cas, le psychodrame, c'est vraiment avec une recherche de thérapie très importante, que moi, sur ma partie jeu de rôle, je vais plutôt mettre en avant le côté ludique, le côté amusant de la chose, parce qu'avant tout, on s'amuse. Et après, s'il y a des liens à faire et des choses un peu plus utiles pour la psychothérapie, eh bien là, je verrai ça dans un second temps, pas pendant la partie. Ok. Donc du coup, tu travailles dans une clinique en psychothérapie institutionnelle. Est-ce C'est que ça. tu peux nous expliquer ce qu'est la psychothérapie institutionnelle?
Alors, c'est un mouvement qui remonte à peu près à avant la Seconde Guerre mondiale, grâce à un monsieur qui s'appelle le professeur Tosquelles, qui est un Espagnol qui a fui le régime totalitaire de Franco et qui est venu s'installer dans une vieille bâtisse dans le sud de la France, à Saint-Alban. Il était psychiatre, donc il a avec lui rapidement eu des patients à charge. Et bah, par manque de moyens et puis sûrement par le contexte aussi bah, de guerre mondiale, il a pris avec lui donc à la fois du personnel soignant, mais également du personnel qui n'avait rien à voir avec le milieu du soin, à savoir bah, des paysans, des menuisiers, des choses comme ça, parce que la bâtisse qu'ils ont récupérée était dans un état de délabrement assez important. Et finalement, il s'est aperçu bah, déjà que les professionnels qu'il a embauchés bah, travaillaient plutôt bien, puis il s'est aussi aperçu que la plupart des patients qu'il avait à charge avaient également bah, d'anciens, enfin, ils étaient tous formés professionnellement à quelque chose. En tout cas, ils pouvaient être utiles carrément. Et il s'est aperçu qu'en les mettant eux-mêmes à l'œuvre au sein de cette institution, il s'est aperçu que bah, ça leur faisait drôlement du bien. Tout simplement, ça de retrouver une place et de se sentir un peu utile, parce qu'il faut rappeler que dans les années 1930-1940, on était encore dans la période asilaire et que la prise en charge psychiatrique a quand même beaucoup évolué là sur ces 60 dernières années. Donc voilà, il s'est aperçu en remettant un petit peu le patient comme ça au centre des soins et en le mettant en avant, je dirais, son côté sain et pas son côté malade, il s'est aperçu que ça faisait drôlement du bien. Mhm. Ok. Et donc du coup, le jeu de rôle est utilisé dans ta clinique au sein d'un club thérapeutique. Est-ce que Alors, tu peux nous en dire un peu plus? ouais, alors du coup, le club thérapeutique, c'est la petite notion que j'ai pas abordée. Donc, dans la clinique où je travaille et dans les deux autres cliniques qui sont présentes dans le département, donc du Loir-et-Cher, on a ce qu'on appelle un club thérapeutique. Donc, le club thérapeutique, c'est une association loi 1901 qui est gérée conjointement par des moniteurs et par des patients qui sont élus. Et ce club, eh ben, il est au sein même de la clinique, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations avec la direction sans forcément être là en tant qu'employé. C'est un petit peu cette double casquette qui peut être assez drôle quand on est employé à la clinique, c'est que bah, quand on est membre du club, et ben, on est là pour représenter le club, et même si on est en face de notre patron, bah, on est quand même là pour l'association, et il faut faire un peu attention comme ça au double jeu qui peut jouer, mais ça a cette particularité-là. Et donc cet outil, à quoi ça va nous servir? Eh ben, s'il y a peut-être deux mots à retenir de ce club thérapeutique, le premier, ce serait l'accueil. C'est vraiment accueillir la personne, accueillir ce qu'elle a à dire, accueillir qui elle est, sa pathologie, sa personne. Et l'accueil, je dirais, est vraiment inconditionnel et extrêmement important, parce que là où on est, il y a énormément d'instances différentes et au début, c'est un vrai petit labyrinthe pour s'y retrouver. Donc c'est quand même pratique d'être accueilli. Et la deuxième chose, bah, c'est une certaine liberté. Liberté de circulation, mais également liberté, enfin de circulation physique, pardon, mais également de circulation des idées. Parce que on a tout un système où on va avoir une réunion tous les matins au club thérapeutique qui est un espace de parole ouvert. Les gens viennent avec n'importe quel sujet. C'est comment ça peut être la météo, ça peut être l'ambiance dans la clinique en ce moment, ça peut être les vols, ça peut être les maladies, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ensuite, on fait un petit débriefing tous les jeudis après-midi et on va ensuite recentrer, retravailler toute cette parole pour ensuite la redistribuer en assemblée générale tous les lundis où tout le monde est convié. Donc du coup, il y a une espèce de circulation comme ça de l'information et c'est hyper important. Mhm. Et donc, le club thérapeutique permet également de donner corps au désir. Et donc, bah, c'est pas mon désir personnel d'amener quelque chose autour du jeu et le désir également des patients qui étaient présents de monter un atelier autour du jeu. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça s'est fait. D'accord. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qu'apporte l'utilisation d'un jeu de rôle dans le cadre d'une psychothérapie? Alors, le jeu de rôle, finalement, alors peut-être pour préciser un petit peu en amont ce que moi je vais définir par thérapeutique, parce que c'est peut-être assez important et j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, ce que moi j'appelle thérapeutique dans le cadre d'une maladie mentale, ça va être de refaire et de recréer du lien. Recréer du lien, pourquoi? Parce que malheureusement, la maladie mentale,
c'est valable pour quasiment toutes les maladies, voire toutes les maladies. Ce sont des pathologies qui ont tendance à désocialiser. On perd ce lien social et les gens finissent souvent isolés. Et donc, pour lutter contre cet isolement, nous, on va essayer de mettre en place plein de lieux de rencontre pour que la personne puisse recréer du lien. Et donc, moi, le premier objectif de mon atelier jeu de rôle, ça va être de passer du bon temps ensemble, s'amuser vraiment ensemble autour d'une table. Donc quand on arrive à tenir, on est assis dans une petite pièce, assis autour d'une table pendant 3 heures à rigoler, déjà l'objectif il est fait, quoi. Donc Mmh. c'est vraiment ça le premier objectif pour moi, c'est s'amuser ensemble pendant 3 heures. Après, je vais pouvoir observer des choses, observer peut-être, faire des observations thérapeutiques finalement, parce que le jeu de rôle permet, il y a une telle liberté finalement de pratique et de situation que ça peut nous permettre parfois de tomber sur des situations qui vont faire écho de façon au second degré ou autre à l'histoire de telle ou telle personne. Donc ça, c'est des choses que normalement j'évite parce que j'ai la chance de pas être intervenant extérieur mais professionnel au sein de la clinique. Du coup, j'ai accès au dossier médical des personnes que je vais accueillir. Donc il y a bien sûr quelques sujets que je vais éviter d'office parce qu'elles vont être trop proches de l'histoire de telle ou telle personne. Mais parfois, c'est assez amusant parce que c'est eux qui vont mettre en scène des situations qu'ils ne pourraient pas mettre en scène à l'extérieur. J'ai un exemple tout bête. J'ai un jeune qu'actuellement que je suis, dont je suis même référent, qui a été hospitalisé parce qu'il était dans un contexte, il était extrêmement déprimé, et puis on s'est aperçu qu'il avait il avait été harcelé au collège de façon assez importante. Et il peut susciter le rejet d'une certaine façon, parce que c'est quelqu'un qui va prendre toute la place, qui va parler fort, qui va rire de façon très grasse, faire des blagues alarmantes malnes tout le temps. Enfin, au bout d'un moment, au bout de 3 heures, quand on est à côté de lui, c'est vrai que ça peut vite être pénible. Et finalement, il y a cette espèce de carcan social où au sein de la clinique, le groupe de jeunes dans lequel il est ont un peu de mal à le cadrer. Par contre, dans le jeu, il se lâche totalement. C'est-à-dire que j'ai rarement eu des morts à ma table de jeu de rôle. Lui, c'est le seul à être mort au moins 2 ou 3 fois. Et à chaque fois de façon directe ou indirecte grâce à ses petits camarades. Donc c'était assez marrant de voir finalement ce revirement de situation et comment est-ce qu'il pouvait lui se retrouver coincé avec ça, sachant qu'en plus les personnages qu'il choisissait d'incarner étaient toujours des personnages borderline. C'est par exemple, ça va être le nécromancien ou le pseudo-nécromancien au sein d'un groupe avec 2 personnes très religieuses et vraiment du côté, je dirais, du bien. Et lui, il se pointe là, salut, je suis nécromancien. Donc voilà, c'est que des situations comme ça. Donc forcément, ça finissait mal. Mmh. Donc, il va y avoir ça que je peux observer comme scène un petit peu amusante. Après, en termes de général, il y a 2 points assez importants qui vont m'intéresser sur ces observations. La première, c'est la dynamique de groupe. Comment est-ce que la personne va se comporter dans le groupe? Est-ce qu'elle va réussir à prendre sa place? Est-ce qu'elle va être en avant, en arrière? Est-ce qu'elle va réussir à proposer ses idées, à les mettre en action ou pas? Donc là, du coup, ça va être aussi un peu mon travail de réguler un petit peu ça, de calmer un peu ceux qui prennent toute la place et de mettre un peu en avant ceux qui vont vouloir proposer des idées qu'on n'entend pas beaucoup. Et la deuxième chose que je vais observer, c'est la création du personnage et son évolution au sein de la partie. En fait, je me suis aperçu pendant les sessions de création de personnage, fondamentalement, on va forcément mettre quelque chose de nous dans ce personnage. Quelque chose qui peut être vrai, quelque chose qui peut être fantasmé, un trait qu'on va vouloir mettre en avant ou au contraire caché. Mais en tout cas, on peut faire des liens très intéressants pendant cette création de personnage. Donc c'est peut-être ces 2 choses-là auxquelles je fais vraiment attention. Et après la création, bien sûr, il va y avoir le développement du personnage pendant les différentes parties. Mmh. De Tu en as parlé un tout petit peu. Du coup, si j'ai bien compris, le scénario n'est pas spécialement adapté, aux pathologies des patients, voire même tu évites complètement de le faire? Alors exactement. C'est-à-dire que c'est un outil que je veux préserver dans le sens où je ne veux pas ramener du soin par la grosse porte d'entrée que peut être le scénario. Si je dois amener du soin et faire travailler des choses de façon beaucoup plus subtile, il y a une petite phrase qu'une patiente avait prononcée justement au sein du club thérapeutique que j'aime beaucoup, c'était faire du soin mine de rien. Et finalement, c'est un petit peu ça. Parce qu'on va, mine de rien, vivre des situations qui nous feront peut-être pas forcément écho dans l'immédiat, mais qui feront écho après. Et ça marche plutôt bien. C'est aussi pour ça que j'évite de faire des retours en direct aux patients sur les situations qu'ils ont vécues en faisant des liens et compagnie, parce que justement, je ne veux pas briser
à la fois cette immersion, mais également ce côté ludique. On vient avant tout pour s'amuser. Si je commence à mettre des bouts de thérapie là-dedans, la personne va se sentir à la fois observée, peut-être qu'elle va se sentir bridée par la suite, et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux éviter. Mmh. Par contre, est-ce que tu fais des retours à froid avec les Alors, joueurs? ouais, je fais effectivement des retours à froid, personnels ou en groupe, ça va dépendre des situations. Là, on a fini avec une petite campagne là, de Donjons et Dragons, qui était la campagne du kit d'initiation. Elle nous a duré 6 mois. On l'a fini il y a une semaine et suite à cette campagne, j'ai fait un petit questionnaire finalement pour les patients et que je leur ai distribué à tous ceux qui avaient participé pour savoir ce qu'ils en avaient pensé, aussi bien sur le format donc en campagne que sur le contenu. Et bah là, je les ai recueillis avant de partir en vacances et je ferai un petit débrief après. Mais globalement, les avis sont tous très positifs, ils sont tous très contents. Certains se sentent même prêts à essayer de maîtriser des histoires. Ça, c'est mon prochain objectif, d'amener justement à la maîtrise par les patients. Et bah, ils ont plein de bonnes idées pour bah, essayer des nouveaux univers et compagnie. C'est vraiment top de réussir à insuffler un peu quelque chose comme ça et que ça prenne après, même quand on n'est pas là. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du public que tu as, lors de tes sessions de jeu? Alors oui, c'est assez important parce que la clinique où je travaille accueille maintenant à plus de 50% un public adolescent. Donc du coup, ce public-là a la chance et en général sont très connectés, ont entendu parler du jeu de rôle, que ce soit par la web-série Aventure qui me cite très régulièrement, ou maintenant aujourd'hui aussi par les actual plays qui sont faits par Black Book Edition, les roll and play, que j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder, tant c'est vraiment agréable et ça donne une bonne idée de ce que peut être une partie de jeu de rôle. Eh bien, ce public-là, finalement, connaissait déjà le jeu de rôle et du coup était extrêmement curieux de pouvoir en faire. Donc j'ai eu une grande facilité à en proposer et à trouver du monde pour jouer. Mmh. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits entre, ton activité de jeu de rôle et puis les autres professionnels de santé? Alors oui, il y a des ponts, alors c'est au niveau des retours que je fais, donc il y a d'un côté les retours que je fais aux patients, puis il y a de l'autre côté les retours que je fais au sein de l'institution sous forme de transmission pour chaque patient. Un tel s'est amusé à créer tel personnage ou un tel a vécu ça dans son aventure et je sais que quelques-uns, de mes collègues se sont déjà appuyés sur ça pour, mettre en lumière certains points de comportement ou de tempérament tout simplement, ou même de personnalité, via justement ce qui s'était passé en jeu, ce que j'avais rapporté, ils ont pu le retravailler après en entretien et Mmh. faire un peu des liens. Et quels sont les retours de tes collègues par rapport à ta prise d'initiative? Bah, ils sont tous assez contents parce que c'est un atelier qui marche vraiment bien. C'est vrai que ça a du succès, puis ça crée une petite émulation aussi bien pendant que avant et après. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça se passe pas que à l'atelier, ça se passe aussi avant, quand les gens vont aller voir s'ils peuvent s'inscrire à la séance, et aussi après, quand ils vont raconter à table ce qui s'est passé aux autres qui ont pas pu venir, les choses comme ça. Donc ça crée un petit peu ça, et du coup, bah, cette émulation est assez positive. Et bah, les collègues sont assez contents bah, d'avoir aussi des retours sur certains patients, sur comment ça peut se passer en atelier, parce que moi, en entretien, ça se passe comme ça. Tiens, c'est assez marrant, toi, ton atelier, c'est tout l'inverse. Donc ça, après, ça fait partie de notre travail aussi, où on essaye d'avoir une multitude de lieux de rencontres différents pour que la personne puisse, bah, qu'on puisse après avoir, disons nous, recoller un petit peu le puzzle de façon à avoir un tableau relativement complet de la personne. Là, après, on va rentrer dans des relations transférentielles, mais peut-être pas le sujet de cette interview. Mmh, ça marche. Et de même, quels sont les retours des joueurs? Bah, du coup, comme je disais, les retours sont extrêmement bons parce que finalement, ce que j'essaye d'apporter, c'est une espèce petit de petites pépites de liberté, j'appelle ça. Parce que, bah, faut pas oublier que, bah, j'ai des jeunes qui sont mineurs, qui ont 16, 15, 17, après ça peut monter jusqu'à 25, 30 ans, puis j'ai des adultes aussi à la table. Mais plus peut-être particulièrement pour ces jeunes-là, quand ils se retrouvent éloignés de leur famille, qui sont hospitalisés depuis des mois, qui ont droit qu'à un seul week-end pardon de permission par mois. Bon, ça peut être un peu rude, le quotidien d'une clinique, parce qu'on est quand même en psychiatrie, donc parfois c'est un peu difficile. Et ben là, ça nous offre sur une après-midi une évasion totale. On va pouvoir s'imaginer être quelqu'un d'autre, s'imaginer être un grand héros vaillant et qui va aller
remplir des quêtes majestueuses et de sauver tout un royaume. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent offrir une petite bulle de liberté. C'est vraiment ça le credo. Et du coup, bah, ils en raffolent. Ils en raffolent parce que ça leur permet à la fois de mettre en avant bah, qui ils peuvent être et parfois qui ils aimeraient être. C'est assez amusant sur ça. Mais également de mettre aussi en avant toute une culture qui n'est peut-être parfois pas reconnue à juste titre par leurs proches ou par certains adultes ou autres. Et du coup, c'est un lieu de pleine expression de cette culture et ils jouent un peu avec tout ça et c'est super marrant, quoi. C'est super intéressant à voir et ils se sentent, je pense, vraiment respectés sur ça. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance, tout ce qui est culture un peu entre guillemets geek, tout ce qui est culture aussi beaucoup de japanimation, de manga, et ça, pour la plupart en tout cas qu'on reçoive, ils en raffolent pas mal. Du coup, c'est un espace où ils peuvent mettre en avant cette culture-là. Donc, c'est intéressant. Ouais, d'accord. Et est-ce que, donc tu nous as parlé, de cette personne qui était victime de harcèlement. Est-ce que tu as d'autres observations que tu as faites lors de tes sessions de jeux de rôle qui, peuvent illustrer, en fait, l'intérêt de l'utilisation du jeu de rôle en psychothérapie? Mhm. Alors, j'ai peut-être deux cas un petit peu qui peuvent être intéressants. Le premier auquel je pense, c'est un patient qui est diagnostiqué autiste d'Asperger et qui prenait une place extrêmement importante. C'est quelqu'un qui se mettait toujours en avant et qui pouvait être extrêmement lourd aussi au quotidien, aussi bien en termes d'humour qu'en termes de place. Et finalement, bah, quand on reprend un peu les troubles du spectre autistique, très souvent, on a des difficultés dans le décodage des interactions sociales. C'est quelque chose où ils sont vraiment en grande difficulté. Et bah, le jeu de rôle, pour lui, ça lui a permis, il me l'a dit après, hein, pour le coup c'est confirmé, et puis également par les observations de mes collègues, ça lui a permis peut-être de mieux appréhender les relations sociales, parce que finalement, lorsque le jeu de rôle va être un petit théâtre où il va pouvoir expérimenter, bah, si je me comporte de cette façon, comment est-ce que va réagir l'autre et pourquoi. Et du coup, ça lui permet d'expérimenter sans être en difficulté dans la vraie vie. Donc ça lui a permis un petit peu ce théâtre-là de s'amuser un peu avec ça. Et finalement, on s'est aperçu au fil des séances qu'il prenait une place beaucoup moins importante, mais une place plutôt normale. Et ça lui a, à l'extérieur, il me dit que ça lui a aussi servi dans les relations de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et je sais qu'il y a d'autres professionnels qui utilisent aussi le jeu de rôle, spécifiquement sur ce cas-là pour les autistes Mmh. plutôt d'Asperger. L'autre cas qui est peut-être assez intéressant et qui peut-être illustre un petit peu plus le travail psychothérapeutique. Je pense à un jeune, donc alors, je vais remettre un petit peu le contexte. On jouait à un jeu qui s'appelle Monster of the Week, qui est un jeu qui reprend pleinement le principe de certaines séries telles que Buffy contre les vampires, telles que Supernatural, donc des séries comme ça où les personnages sont en général des mecs assez cool d'une certaine façon et qui vont avec un certain second degré aller botter le cul à des créatures diverses et variées. Et donc dans ce jeu-là, le jeune a choisi d'incarner un archétype qui s'appelle l'épouvantail. En fait, c'était une petite fille qui, suite à un incident qu'on n'a pas défini ensemble, s'est vue octroyer des pouvoirs surnaturels, de la télékinésie, des choses comme ça. Par contre, la contrepartie de ces pouvoirs, c'est qu'il a en lui une part sombre. Et c'est cette part sombre qui va prendre la main lorsque le joueur va rater ses jets de dés. C'est là que c'est un petit peu intéressant et qu'on peut voir un peu les risques. Et donc, cette part sombre, il devait lui-même la définir. Et comment est-ce qu'il l'a définie? Il l'a définie en 3 mots. Il a mis hallucination, il a mis secret et il a mis paranoïa. Donc déjà, quand on se retrouve avec ça en psychiatrie, on se dit bon, ça peut être un peu un petit peu audacieux. Et finalement, j'ai appris ultérieurement que s'il était en train de travailler son possible diagnostic, qui pour lui est une entrée dans la schizophrénie. Il était en train de travailler ça dans son processus de psychothérapie avec son thérapeute. Et finalement, en jeu, il n'a eu cesse d'essayer de comprendre justement cette part sombre. Et là, je lui ai fait une proposition, et je suis très contente de lui avoir fait, c'est que je lui ai présenté comment je voulais, moi, représenter sa part sombre. Et j'ai choisi de lui représenter bien un double, littéralement maléfique, qu'on pouvait voir dans la glace, dans les reflets de l'eau, des choses comme ça. Et il a totalement adhéré à l'idée. Et on a passé des super parties à lui essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé avec cette part sombre. Et je suis persuadé que ça l'a peut-être aidé à cheminer sur cette question du diagnostic pour lui. D'accord, ouais, très intéressant.
Peut-être juste par rapport au matériel que tu utilises, donc tu nous as parlé de Donjons& et Dragons, mais tu nous as parlé aussi de d'autres, supports. Heu, Ouais. Qu'est-ce que tu utilises, comme jeu? Alors, j'en ai utilisé plusieurs. En fait, je vais décrire l'atelier sous forme de 3 saisons. Il y a eu une première saison qui est passée, qui a été la saison de la découverte, aussi bien pour moi que pour eux. Pendant cette période-là, j'ai privilégié des jeux, avec un système assez simple, qu'on pouvait faire sur des sessions, ce qu'on appelle en one shot, ou c'est-à-dire une séance, une histoire. Comme ça, on est au début, on est à la fin, et si on loupe la prochaine, c'est pas grave, c'est autre chose. Donc là, on a utilisé différents jeux, principalement des jeux qu'on appelle PBTA, donc motorisés par le système d'Apocalypse World, Powered by the Apocalypse. Et donc là, il y a 2 gros fers de lance que j'ai utilisés. Donc il y en a un que j'ai cité un instant, c'est Monster of the Week. Et l'autre jeu que j'ai utilisé, c'est Dungeon World, qui reprend finalement Donjons et Dragons, mais sous un système de jeu plus simple d'accès, je dirais, et qui met en avant le côté un peu narratif. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que ce n'est pas le maître du jeu qui va tout préparer en amont, c'est le maître du jeu qui va venir avec juste, en général, une créature ou une situation qui va dégénérer. Il va se noter si les héros n'interviennent pas, qu'est-ce qui va se passer. Et après, c'est que de l'improvisation. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que vont choisir les héros et comment ils vont s'en saisir et de leurs résultats au jet de dés. Et ça va permettre de faire monter un peu de la sauce petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un système où le maître de jeu va directement interpeller les joueurs en lui posant des questions pour que eux-mêmes puissent s'inventer et personnaliser l'univers dans lequel ils jouent. Je vais D'accord. pas, moi, de mon côté, arriver avec un gros monolithe comme ça, encyclopédique, à tel endroit, c'est ça, tel endroit. Bah non. Là, admettons, si la personne va rentrer chez lui, son personnage rentre chez lui, bah écoute, peux-tu nous présenter tes parents? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont? Et là, boum, c'est le joueur qui invente de façon un petit peu spontanée. Puis après, on se base sur ça, puis on fait grossir les relations. Enfin voilà, c'est vraiment ce système-là, poser des questions, utiliser des réponses. C'est vraiment ça le système de base finalement. OK. Donc ça, c'était pour la saison 1, où j'ai pu moi aussi essayer plein de systèmes de jeu parce que je suis malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, très avide sur toute une période que je n'ai pas connue, qui est entre guillemets celle de l'âge d'or du jeu de rôle, où il y avait profusion de sorties, de propositions ludiques super intéressantes, tout ça. Donc du coup, j'ai rattrapé un peu mon retard, donc je lis énormément de bouquins différents, aussi bien sur de la théorie que sur des jeux en eux-mêmes, donc j'ai pu faire plein de tests. Et après, il est aperçu, enfin en tout cas, il m'est aperçu et aux joueurs aussi le besoin de faire quelque chose d'un peu plus long. Que finalement, c'est dur de développer un personnage sur une ou deux séances. Donc c'est là qu'est venue l'idée d'une campagne. Donc là, c'est le leitmotiv de la saison 2 de l'atelier. Donc c'est une campagne que j'ai choisi de faire sur Donjons et Dragons 5 parce que j'avais le matériel, premièrement, et Oui. que deuxièmement, autre point important, ça reste un des jeux de rôle les plus joués actuellement. Donc s'ils veulent après rejoindre une association à l'extérieur quand ils auront fini leur hospitalisation, eh ben, ils ont de fortes chances de retomber dessus. Donc ils auront déjà quelques petites billes pour être un peu à l'aise avec le système de jeu. Donc on a fait cette campagne-là, et moi j'avais aussi peut-être un moment où j'avais besoin d'avoir un carcan de règles un petit peu plus précis. J'avais aussi besoin d'avoir ça, je pense, dans ma maîtrise et pour mener un peu les choses. Et donc on vient de finir cette campagne-là. Donc ça nous a pris 6 mois, et donc là on va rentrer très prochainement dans la saison 3. Et là mon objectif de la saison 3 de l'atelier, ça va être de troquer ma place de maître du jeu, d'amener maintenant les joueurs à devenir MJ, et du coup à eux raconter des histoires, s'approprier des univers, et voilà, c'est un petit peu mon objectif. Et toi, du coup, tu interviendras en support, à Eh côté? bien, ça va dépendre, je pense, de chacun, comment il le sent. Je peux être effectivement, entre guillemets, aide MJ, celui qui va aider sur les points de règle, des choses comme ça, ou je peux aussi être joueur, aussi pour amener une dynamique, D'accord. parce que on a souvent l'image que le jeu de rôle dépend principalement du maître de jeu. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Les joueurs apportent aussi énormément à la dynamique de la partie, donc c'est aussi important d'avoir des joueurs qui prennent parfois des initiatives et qui montent un peu les choses. Mmh. OK. Hem, Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui aimeraient utiliser le jeu de rôle en psychothérapie?
Alors, la première chose pour les personnes qui veulent monter du jeu de rôle dans des services de psychiatrie ou d'autres choses comme ça, la première chose, c'est faire attention à qui est-ce qu'on fait la demande pour faire du jeu de rôle. Je dis ça parce que le jeu de rôle traîne malheureusement encore une certaine image, grâce à, je crois, Madame Mireille Dumas, qui nous faisait passer pour quasiment des satanistes à certains moments. En tout cas, ça a été énormément décrié à une certaine époque. Et donc, il faut faire attention à qui on s'adresse et comment on présente le jeu de rôle. Parce que certaines personnes sont restées sur cette image de pratique un peu étrange et du coup, ça crée directement des barrières. Les gens ne sont vraiment pas favorables en général. Donc du coup, il faut pas hésiter à appeler un chat un chat. Donc ça peut être du théâtre ludique, ça peut être tout ce qu'on veut. On peut s'amuser à changer le nom pour finalement faire la même chose. Et puis après, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut le faire et pourquoi est-ce qu'on le propose. Là, c'est peut-être bien de faire attention à quel type de population on va voir proposer cette activité, dans quel cadre. Est-ce que je serai seul avec un groupe? Est-ce qu'ils en ont déjà fait ou pas? Est-ce qu'ils sont d'accord pour essayer? Enfin, c'est bien, moi je Mhm. conseille souvent de sonder un petit peu en amont avec les joueurs, de leur en parler, voir si ça les intéresserait d'essayer, ne pas hésiter à présenter aujourd'hui les différents supports qu'on a sur YouTube, en lecture ou autre, pour présenter un peu ce que ça peut être. Et après, faire une ou deux séances juste d'essai, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en tirer. L'idéal, si les gens peuvent le faire, c'est d'avoir un ou deux observateurs aussi professionnels de santé, parce qu'en général, quand on commence à maîtriser, on a vraiment un peu le nez dans le guidon sur l'histoire qu'on veut faire vivre. On n'a pas forcément le regard sur sur toutes les observations thérapeutiques qu'on peut faire de cette séance, sur la dynamique de groupe, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir au moins un petit observateur à côté, quand c'est possible. C'est peut-être ça un peu les conseils que je donnerais. Super. Du coup, on arrive aux dernières questions. Est-ce Mhm. qu'il y a un jeu que tu aimerais nous recommander, qu'il soit un jeu de rôle ou pas, hein? Ouais, ça va quand même être du jeu de rôle, là, forcément. En termes d'accessibilité et de possibilités, forcément, je vais citer Donjons et Dragons dans sa dernière version. C'est peut-être un des plus vieux, c'est peut-être un des plus connus, mais la version 5 est quand même un modèle de souplesse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a une des parties du carcan de règles, la base, est en licence libre, ce qui a permis à énormément d'auteurs différents de s'approprier ce carcan de règles pour proposer autre chose que du Donjons et Dragons. Donc ça permet sur un même corpus de règles d'avoir plein de jeux différents. Un exemple, par exemple, qui viennent de sortir en français, la aventure en Terre du Milieu, qui est finalement, c'est pour jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux, mais avec le carcan de règles de Donjons et Dragons. Donc du coup, pour ceux qui Mhm. maîtrisent déjà le jeu là, ils se retrouvent en terrain connu. Et Inconnu. puis, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on peut s'approprier un système pour le transformer dans une certaine mesure, pour le faire coller à un type d'ambiance et à un type d'univers. Et ça, c'est un travail que j'apprécie beaucoup regarder simplement en termes de game design. Avec quel outil et quel système je vais pouvoir raconter tel type d'histoire. Et ça, c'est super important. Mhm. Ok. Et si on souhaite en savoir plus sur toi et ta démarche, où est-ce qu'on peut s'informer? Alors, eh bien, je suis publié sur le blog d'Émile et des 100, donc où je vais toutes les 2 semaines à peu près faire un petit compte rendu de séance. Là, le prochain qu'il faut que j'écrive, ça va être la fin de la dernière séance de la campagne et le bilan de la campagne. Et après, je verrai un petit peu ce que j'en fais. Il faut savoir qu'à chaque séance que je fais, finalement, je poste un compte rendu sur ce qui s'est passé pendant la séance, parfois en essayant de faire des liens sur justement les pathologies et ce qui s'est passé, quel type de personnage j'ai choisi d'incarner, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a été assez précieux parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ma pratique. Parce que la Mhm. partie de jeu de rôle de l'atelier, je suis seul aux manettes, je suis le seul au boulot à en proposer. Donc c'était très important pour moi d'avoir cet espace-là pour prendre du recul sur ce que je faisais et sur ce que je proposais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie, merci à toi pour la proposition. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.